bienvenue à notre session de dimanche matin. C'est notre honneur, notre privilège, notre plaisir surtout d'avoir 3 personnes avec nous qui vont présenter. L'ordre a changé un peu. Selva va commencer. Elle a besoin de partir après, donc les questions. Selva, moi je peux les noter et vous les envoyer après. Parfait. Après Selva, nous allons avoir Francesco et nous allons finir avec Bruno. Avec 3 personnes d'une session de 2 heures, nous allons faire 20 minutes de présentation, 20 minutes de questions, 20 minutes de présentation, 20 minutes de questions, etc. Nous allons enregistrer et puis nous allons le partager sur YouTube. J'espère que la plupart des gens ici peuvent parler le français, mais je vais juste très brièvement, Selva, juste dire quelque chose rapidement en anglais. So welcome to everybody. We have 3 amazing people with us here today. This session is going to be in French only. If you have questions at the end in English, except for Selva, she has to leave. So we are going to have them, I can translate some of them if you need to, but or not, this is going to be a French only session because we just don't have a translator. All right. So, si vous avez des questions, utilisez la boîte en bas. Et voilà, c'est notre honneur. Je vous présente Selva. Donc, Selva, allez-y, vous pouvez partager votre écran, s'il vous plaît. D'accord. Voilà. Ça marche? Ça marche parfaitement. Parfait. Bienvenue, Selva. Bienvenue. Merci. Bonjour à tous. D'abord, je voudrais m'excuser pour mon français, que ce n'est pas très bien, mais je ne parle pas français depuis longtemps, donc j'espère que vous pouvez quand même me comprendre. Et je tiens à remercier beaucoup les organisateurs, tous ceux qui ont rendu cette conférence possible. Je suis vraiment très heureuse d'être ici et de pouvoir participer à un événement aussi important que celui qui est organisé pour le centenaire de Kropotkin. Je suis vraiment heureuse. Et personnellement, j'ai beaucoup travaillé sur Kropotkin et surtout pendant mon doctorat dans l'université ici à Milan. J'ai fait un doctorat en histoire de pensée politique contemporaine sur Kropotkin. Et donc, je suis vraiment heureuse de pouvoir partager mes études ici. Et en réalité, j'ai commencé à étudier Marai Bookchin en l'écologie sociale. Et à partir de là, évidemment, il fallait revenir à la grande pensée politique de Kropotkin. Et c'est ce que j'ai fait. Et en Italie, il faut dire que Kropotkin a été un peu oublié par rapport à d'autres figures importantes de l'anarchisme classique, telles que Bakunin ou Enrico Malatesta. Mais aujourd'hui, il est un peu réévalué, je crois, et avant tout pour sa conception éthique et pour sa vision de l'évolution naturelle avec les concepts fondamentaux de l'entraide, que je considère aujourd'hui vraiment très actuelle, très pertinente. Mais au dehors de cela, je voudrais aujourd'hui vous parler de l'importance de redécouvrir, en plus des livres, également les articles des journaux écrits par Kropotkin. Kropotkin, il a écrit beaucoup pour les journaux et a participé à la création et à l'édition de plusieurs journaux. En fait, à côté d'un travail plus théorique, plus scientifique, Kropotkin a toujours considéré comme très important aussi un travail militant, informatif, populaire. Et aussi le travail dans les journaux pour le public. Et notamment, aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'histoire de la relation entre Kropotkin et le journal britannique Freedom. Freedom, c'est une des plus anciennes journaux de l'anarchisme contemporain. C'est un journal fondé à Londres en 1886 et qui continue encore aujourd'hui, même si récemment, pas régulièrement et pas plus sous forme papier.
La relation entre Kropotkin et Freedom commence depuis la fondation du journal et dure pour 28 ans jusqu'à 1914. Donc, c'est une vraiment longue relation. Et la relation termine quand Kropotkin rend publique sa position sur la Première Guerre mondiale, suscitant un débat animé qui à la fin mènera l'anarchiste russe à s'éloigner définitivement de la rédaction du journal. Et je voudrais vous rappeler que les années examinées dans ces périodes-là, c'est aussi les périodes de plus grande diffusion du mouvement anarchiste britannique. Et aussi, dans la même époque, Londres est en quelque sorte la capitale de l'anarchisme international, pour le grand nombre de réfugiés, d'exilés politiques et des clubs radicaux. Ici, il y a une photo d'un club anarchiste très important à Londres. Et les mêmes années sont aussi les moments les plus riches intellectuellement pour Kropotkin. Dans ces périodes-là, il tient beaucoup de lectures, beaucoup de conférences dans lieux prestigieux, aussi dans l'Université de Londres. Et il écrit aussi beaucoup d'articles scientifiques, articles géographiques, qui a une renommée mondiale, on peut dire. Et il contribue aussi dans ces périodes-là à la reconnaissance de l'anarchisme dans les milieux scientifiques et au niveau international. Il écrit pour les Geographic Journal, The 19th Century, Nature, The Times, et il écrit aussi pour l'Encyclopédia Britannica. Et en plus, à partir de ce moment-là, Kropotkin se retire de plus en plus par l'activité militante, en partie pour éviter le risque de perdre la résidence en Angleterre, que c'est le dernier pays européen qui peut prêter exil à lui, et aussi à cause de ses problèmes de santé croissants et pour sa difficulté también avec la langue anglaise. Et c'est donc dans ces périodes-là que Kropotkin écrit les livres les plus importants, on peut dire. Et ici, il y a les noms, La conquête du pain, Champs, usines et ateliers, l'entraide, la grande révolution, la science moderne. C'est donc dans ces périodes-là qu'il élabore théoriquement beaucoup de son pensée. Et pour entrer dans l'histoire de Freedom, Freedom commence à partir d'un autre journal, que c'est le journal de Henry Seymour, que c'est un individualiste anarchiste qui fait ce journal qui s'appelle The Anarchist. Dans le troisième numéro de The Anarchist, on peut lire qu'un petit groupe anarchiste s'est formé et ce sera le Freedom Group. Quand donc Kropotkin sort de la prison française dans le janvier 1886, il vient invité à se déplacer à Londres et à rejoindre ce petit groupe anarchiste. Ici, il y a une photo de Kropotkin à Londres dans sa maison. Actuellement, il y a une petite plaque pour les renommer. C'est joli. Et quand il sort, donc, c'est Charlotte Wilson, cette femme anarchiste, une protagoniste très importante de la Fabian Society et aussi du Freedom Group, qui invite lui à les rejoindre à Londres et à venir à Londres, donc à s'installer. Donc, Kropotkin, qui était en exil en Europe occidentale depuis beaucoup de longtemps et qui était déjà venu en Angleterre 3 fois, c'est dans la 4e fois qu'il vient et qu'il reste là pour beaucoup de temps qu'il fait naître le Freedom Group et aussi le journal. Donc, ce journal qui prendra le nom Freedom, a une influence très grande du pensée de Kropotkin et c'est fait sur le modèle d'un autre journal suisse, La Révoltée, qui toujours Kropotkin avait fondé avant. Freedom, dans les premiers moments, dans les premiers mois, le groupe Freedom travaille avec Henry Seymour dans la rédaction des Anarchistes. Mais à partir du 3e numéro aussi, dans l'été,
1886, le Freedom Group se sépare des anarchistes en raison des conflits entre les idées individualistes de Seymour et la position communiste anarchiste du groupe. Et le premier numéro de Freedom, donc, il apparaît, voilà, c'est le premier numéro, et là, c'est la photo de Charlotte Wilson. Il paraît en septembre 1886 avec la date d'octobre. C'est un mensuel régulier de 4 pages, comme je disais, sur les modèles du journal La Révolte suisse. Et il faut dire que le premier numéro s'est vendu en 1060 exemplaires et qu'il va arriver jusqu'à 3000 exemplaires. Donc, c'est un grand numéro d'exemplaires. Et il faut aussi que le magasin deviendra de plus en plus un journal anarchiste très connu et il deviendra ensuite le plus grand journal anarchiste de langue anglaise en Angleterre. Et les articles sont toujours anonymes, probablement pour un partage collectif de ce qu'il lui écrit. Mais à cause des articles anonymes, c'est un peu difficile l'attribution à chaque auteur des articles. Mais c'est sûr que les principales théoriques et collaborateurs, c'est Kropotkin qui rédigera un article chaque mois pour 28 ans. Donc, c'est une collaboration vraiment très, très importante. Et dans ces moments-là, quand Kropotkin écrit pour Freedom, il y a beaucoup de collaborateurs dans les journaux, parmi lesquels il y a importantes figures du mouvement anarchiste et socialiste anglais et aussi international. Ici, j'ai fait une petite liste de quelques noms. On peut lire Louise Michel, Enrico Malatesta, Emma Goldman, Rudolf Rocker, Alexander Bergman, Jean Grave, vraiment, il y a beaucoup de collaborateurs. On peut noter que la rédaction est composée par les plus connus théoriciens anarchistes de l'époque et aussi par représentants très importants du mouvement socialiste de différents pays. Freedom donc devient une voix pour tous les réfugiés, les exilés politiques qui à cette époque avaient déménagé en Angleterre. Et il devient un point de référence au niveau international pour les décennies suivantes. Et les questions abordées dans les pages de Freedom sont beaucoup, et sont vraiment nombreuses. Il y a le contraste entre révolution sociale et guerre, et beaucoup de réflexions sur le thème de la violence, l'organisation de la société future, le syndicalisme, l'antimilitarisme, l'éducation, la question féminine, l'éthique et vraiment beaucoup d'autres. Donc, l'ampleur des sujets traités sur les pages de Freedom et le grand nombre d'articles, parce que c'est 4 pages chaque mois, me rendent impossible de faire ici un tableau complet sur la pensée politique et sociale développée dans ce journal. Mais c'est vraiment très, très riche. Et même si on veut se limiter uniquement à l'apport théorique de Kropotkin, cela reviendra à rendre compte de centaines d'articles sur les sujets les plus différents. Et il y a articles sur vraiment beaucoup de questions. Ici, j'ai fait une petite liste encore, parce qu'il faudrait parler de la conception de Kropotkin de la révolution sociale, de sa philosophie de l'histoire, sa critique du parlementarisme, des prisons, du système judiciaire, de son communisme anarchiste, et de l'éducation intégrale sur laquelle je crois que Francesco Codello, après moi, et aussi Bruno, ils vont en parler beaucoup, sur l'entraide, le soutien mutuel, l'éthique, c'est vraiment beaucoup de choses. Et en bref, avant de terminer un peu ma relation, je voudrais vous rappeler que les relations entre Kropotkin et le journal Freedom se brisent en 1914. Ici, il y a une photo du Freedom Office après que Kropotkin, c'est 27, donc
Kropotkin n'est plus là, mais c'est une photo pour voir comment était le lieu. Et, les différentes positions prises face à la Première Guerre mondiale mènent à la division de la rédaction de Freedom. D'une part, les partisans de l'entente comme Kropotkin, Turner, Cherkessov, et d'autre part, il y a la plupart du mouvement anarchiste qui reste antimilitariste, comme l'éditeur de Freedom, Kell, celui-là dans la photo, et aussi Lilian Wolf et Enrico Malatesta. Freedom publiera nombreux articles et un riche débat sur la guerre, parmi lesquels il y a des articles significatifs très importants de Kropotkin et aussi d'Enrico Malatesta. Enrico Malatesta qui écrit sur Freedom l'article « Les anarchistes ont oublié leurs principes », dans lequel Malatesta rappelle comme la guerre actuelle ne peut pas faire partie de l'émancipation humaine qui est uniquement possible dans la solidarité internationaliste. Et avec lui, avec Malatesta, la plupart du mouvement anarchiste restera fidèle à l'antimilitarisme et à l'opposition à toutes les guerres. Et Freedom, après avoir rompu avec Kropotkin, continuera à être publié et publiera aussi dans les mars des 15 les manifestes anarchistes internationaux sur la guerre, que c'est une position claire contre la guerre, contre toutes les guerres dans la guerre en cours et la guerre future. Et dans les 16, la profonde fracture idéologique dans la communauté anarchiste internationale devient définitive avec la rédaction du manifeste des 16 qui est publié dans le numéro de mars de la bataille syndicaliste à Paris, avec la signature, entre autres, de Kropotkin et de Jean Grave. Donc, cette rupture apportera Kropotkin à un isolement progressif et qui est compliqué aussi pour la détérioration de son état de santé, et tout ça jusqu'à son retour en Russie en 1917. De la Russie, il apportera encore une contribution très significative à la pensée anarchiste avec son travail sur l'éthique et aussi avec sa condamnation sévère de l'évolution de la révolution russe. Mais c'est une autre histoire que j'espère que quelqu'un d'autre racontera dans ces jours-là, je suis sûre. Et voilà, quand même, Freedom, dans le février 21, il va rappeler quand même Kropotkin. Et merci à tous pour votre attention. J'ai terminé. Et malheureusement, je dois vous laisser parce que je dois aller. Oui, avant que vous partez, s'il vous plaît, vous pouvez arrêter de partager votre écran. D'accord. Et je vais vous introduire à tout le monde ici. Allez-y, Selva, prenez soin de vous et de vos proches. C'est un honneur de vous avoir eu parmi nous aujourd'hui. Très intéressant. Allez-y, s'il vous plaît, et merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Je vous remercie. Au revoir. Merci à vous. Ouais. Merci à vous, Selva. Désolée pour vous laisser. Non, merci à vous, sincèrement. All right. Donc, Selva a eu un empêchement. Elle a fait sa présentation. Donc, je n'ai pas pris le temps de l'introduire au début parce que je voulais vraiment qu'elle fasse sa présentation avant de quitter. Donc, je peux l'introduire un petit peu maintenant. Selva Varengo a eu son doctorat dans l'histoire contemporaine politique. Elle fait du recherche indépendant. Et puis, elle a comme un focus sur l'anarchisme, le féminisme et puis l'écologie. Elle a publié plusieurs livres, plusieurs essais et deux livres en italien. Si quelqu'un peut m'aider à ces deux livres ici, sur Murray Bookchin, comme on a dit avant. Selva m'a déjà envoyé son écrit que nous allons publier après.
Si vous avez des questions pour Salva, à les mettre dans le chat, s'il vous plaît. Et puis, nous allons les envoyer à elle si on aurait le temps de les répondre à un autre moment. Donc, encore désolé pour ça. OK. Maintenant, nous allons vers Francesco. Alors, il faut mettre Francesco en voilà. Comment allez-vous, Francesco, aujourd'hui? Ça va, merci. Merci infiniment d'être parmi nous. Nathan, OK, oui, on va partager ça dans un instant. Bruno, donc, non, je m'excuse. Francesco est un pédagogiste et philosophe de formation, un rechercheur indépendant. Il a été rédacteur de la revue anarchiste, oui, merci, Nathan, Volanta et après ce Libertaria, cofondeur du Centre Studio Libertari, OK, de Milan, collaborateur à plusieurs revues. Vous pouvez me les dire après, Francesco Leno, etc. Auteur de plusieurs livres et essais sur l'anarchisme, l'éducation, la politique et l'histoire. Donc, Nathan, vous pouvez arrêter le partage d'écran. All right. Maintenant, Francesco, est-ce que vous voulez que je partage la présentation que vous m'aviez envoyée? Oh non, pour moi, c'est indifférent. OK, je vais juste le chercher ici. OK. All right. Je vais juste le chercher. Est-ce que c'est des groupes? OK. Oui, OK. Je vais juste prendre quelques secondes à le trouver. Vous ne l'avez pas devant vous, hein? Non, mais OK. si vous voulez, nous pouvons commencer. Oui, vous pouvez commencer tranquillement et puis je vais l'afficher dans quelques petites secondes. OK. Bonjour à tous. Merci à Chris et à les autres organisateurs de cette importante meeting, international meeting sur Kropotkin. C'est une figure très importante pour moi, pour ma formation anarchiste, et je pense qu'il est très important encore aujourd'hui. Et c'est de ces questions-là que je voudrais ici parler. Bien, je vais commencer. L'anarchisme, il vaudra mieux dire les anarchismes, au pluriel, a été qualifié comme négation. Sa force révolutionnaire s'est historiquement exprimée dans la pensée des classiques, notamment dans la dimension du rejet de toutes les formes de domination. C'est ce qui est communément reconnu et interprété par les savants de l'idée libertaire et pratiqué par des militants historiquement organisés ou expérimentés par les courants éducationnistes et individualistes. Mais la partie destructrice de l'idée anarchiste n'est pas, à mon avis, plus capable à elle seule de saisir les grandes opportunités et défis que la contemporanéité pose aux idéologies du 19e et 20e siècle. De plus, il est limitatif et parfois même instrumental de résoudre l'originalité et la puissance de l'anarchisme dans cette dimension de négation. Le prince anarchiste Pietro Kropotkin est le penseur parmi les classiques qui a surtout entrevu cette perspective et a su indiquer les lignes générales d'un éventuel développement de l'anarchisme qui privilège la dimension positive, c'est-à-dire une partie constructive. Dans les sillages de ces réflexions,
et propositions concrètes, comme nous le verrons, rassemblant une culture multidisciplinaire et interdisciplinaire. Peu d'autres penseurs anarchistes ont pris la même direction. En particulier, je crois que Paul Goodman, Murray Bookchin, Colin Ward devraient être mentionnés parmi les contemporains et parmi les historiens, en particulier Gustav Landauer. En toute honnêteté, cependant, il convient de rappeler que bien que pas de manière aussi qualifiante, Pierre-Joseph Proudhon, Mikhail Bakounine lui-même, Élisée Reclus, Rudolf Rocker, entre autres, dans leurs réflexions, n'ont pas dédaigné de proposer, dans certains contextes, des idées préfiguratives de l'anarchisme. Enfin, il faut souligner que l'anarchisme a toujours été traversé par des expérimentateurs et créateurs de situations libertaires dans les sphères éducatives, coopératives, communautaires, et que l'héritage d'expériences qui l'ont transmis constitue encore un héritage considérable qui inspire des mouvements de réalisation dans ces domaines spécifiques. Partant de cette prémisse, nous tenterons de mettre en évidence en quel sens et avec quelle originalité Kropotkin d'abord, Goodman et Ward ensuite, ont souligné la dimension positive de l'anarchisme, c'est-à-dire en quel sens ils ont renversé la conception classique de l'anarchisme négative en une perspective constructive. Le déni de toute forme de domination reste un trait essentiel dans la définition de l'idée anarchiste, mais je voudrais la donner comme acquise et consolidée, et surtout considérer son actualité, car elle devient une vision positive et préfigurative d'une société différente. Bref, soulignons qu'aujourd'hui, plus que jamais, il y a urgence à penser à un anarchisme post-négative et à utiliser toutes les ressources pour développer des lignes de résolution libertaires qui inversent la tendance intrinsèquement autoritaire présente dans la société et en même temps éviter les constructions idéologiques d'un tout autre. L'anarchisme positif et l'anarchisme post-négatif de Kropotkin écrit: dire aux hommes, détruisons le capitalisme ou l'autocratie pour l'instant, et ensuite nous verrons ce que cela vaut de les remplacer, c'est se tromper soi-même et les autres. Et une force ne sera jamais créée par la tromperie. Dans cette déclaration péremptoire émerge la prise de conscience de l'importance pour la crédibilité socioculturelle et politique d'avoir la capacité pour l'idée anarchiste de se présenter comme une force capable non seulement de dénoncer clairement toutes les formes de domination qui gouvernent les relations humaines et extra-humaines, mais aussi indiquer les lignes directrices pour la construction d'une réalité différente. Kropotkin est donc bien conscient de tout cela, et notamment dans le domaine social et politique, il a su s'engager et mobiliser ses énergies dans ce sens. Ce qui le différencie des autres penseurs libertaires, c'est la volonté de voir et d'expérimenter dans l'ici et maintenant des formes et des modalités relationnelles à différents niveaux capables de préfigurer une alternative crédible et vaste, pluraliste et ouverte, sans se limiter à créer à la table une utopie parfaite pour le demain. Son programme peut être magistralement résumé à travers ces mots écrits dans l'entrée Anarchisme
pour l'Encyclopédie britannique en 1910. Anarchisme est le nom attribué à un principe ou à une théorie de la vie et de la conduite, sur la base de laquelle la société est conçue sans gouvernement. Dans cette société, l'harmonie s'obtient non par soumission à la loi ou obéissance à aucune autorité, et voilà, c'est la chose plus importante, mais par des accords libres conclus entre les divers groupes territoriaux et professionnels, librement constitués pour la production et la consommation. Et attention, et aussi pour la satisfaction de l'infinie variété des besoins et des aspirations d'un être civilisé. Dans cette définition de l'idée anarchiste, sa vision positive est clairement exprimée précisément parce que, quoique d'une manière seulement énoncée ici, est évident la volonté d'indiquer les lignes directrices autour desquelles il est possible d'établir une société anarchiste. Une fois que la volonté de l'anarchisme de s'opposer à toute forme de domination a été réaffirmée, tant les méthodes que les contenus organisationnels d'une forme de société qui traite non seulement de l'organisation fédéraliste de la production et de la consommation, mais indiquent également la nécessité d'envisager un pluralisme associatif et une ouverture substantielle à chaque spécificité individuelle. Accorde libre à la place des groupes imposés et reconnaissance de la diversité comme richesse inaliénable, de pierres angulaires qui représentent des éléments qui qualifient et rendent l'anarchisme crédible. À partir de cette définition, il est donc possible de saisir l'effort que le penseur russe a fait pour enrichir l'héritage culturel de l'anarchisme en changeant sa perspective dans le sens de sa praticabilité immédiate. Clairement, Kropotkin n'échappe pas au problème que cette approche ouvre par rapport à la clarté théorique, mais accepte le défi, car il est conscient que l'action libertaire ne peut pas se limiter à la vision abstracte d'un domaine qui, peut-être, viendra, mais qui a besoin, pour la comprendre et la partager, d'une planification immédiate. Sa culture scientifique en tant que chercheur, et c'est important comme chercheur, et pas d'une manière dogmatique, lui est d'une grande aide dans tout cela. Aussi important est son regard pluridisciplinaire et interdisciplinaire, enrichi de sensibilité libertaire, mais aussi de compétences professionnelles. Pour Kropotkin, la forme principale qu'une organisation sociale libertaire doit prendre est le fédéralisme. Son fédéralisme représente la réponse concrète à forme de société étatiste. Il écrit: nous disons que la révolution sociale doit avoir lieu avec la libération des municipalités et que seules les municipalités absolument indépendantes, libres de la protection de l'État, pourront nous donner l'environnement nécessaire à la révolution et à sa réalisation. Sur la centralité de la municipalité, ou plutôt de la commune, comme il l'appelle, notre auteur revient à plusieurs reprises et, à partir de son retour en Russie en 1917, il sera le protagoniste de la formation d'un groupe d'études de divers intellectuels consacré à la rédaction d'une organisation pragmatique détaillée de la société russe par opposition
aux tendances centralisatrices du bolchevisme. Enfin, il donnera naissance à une ligue fédéraliste au début de 1918. L'accent mis sur la nécessité d'une décentralisation organisationnelle, seule garantie d'une réelle participation active des membres d'une communauté, est une préoccupation constante et continue que Kropotkin exprime systématiquement. C'est ainsi qu'il s'adresse à Augustin Souchy, par exemple, lors de sa visite à Dimitrov en 1920, un an avant sa mort. Il faut des conseils municipaux. Ils doivent travailler de manière indépendante. Par exemple, ils devraient veiller à ce qu'en cas de mauvaise récolte, la population ne manque pas des nécessités de base de la vie. Le gouvernemental centralisé, dans ce cas, est une machine extrêmement lente, tandis qu'une fédération de conseils créerait un centre vital. Fédéralisme alors mitigué, coordonné avec la solidarité. Au lieu, toutes les réflexions du grand révolutionnaire russe qui peuvent nous stimuler, encourager des projets réels et concrets, est une vision d'une société alternative. Quoique largement, il doit être pris en considération. En particulier, je vais essayer de démontrer l'originalité et la puissance d'un anarchisme positif. Pour faire cela, c'est utile de prendre en considération les idées de Paul Goodman et de Collingwood, qu'on représentait une mise à jour continue des études et des intuitions de Kropotkin, surtout en relation à l'idée de l'anarchisme comme un grain sous la neige. Il y a des pages très importantes de Kropotkin à ses propos dans, par exemple, son œuvre La science moderne et l'anarchie. Un anarchisme donc qui se nourrit constamment des expériences concrètes, des réflexions liées à des situations sociales réelles, capables d'améliorer sa positivité, sa puissance des théories de l'organisation. L'héritage idéal et méthodologique que Kropotkin nous a laissé trouve dans la crise globale actuelle une grossesse très, très, très importante. En résumant, on peut indiquer les concepts suivants et qui ne sont pas naturellement complètes. La valeur et le sens d'une communauté par rapport à un individualisme égoïste qui ne pense pas la liberté dans sa dimension sociale. Deuxième, la nécessité de repenser le rôle de la petite dimension par rapport à l'ingérable, aussi de façon démocratique, grande dimension. 3. L'urgence dans une crise écologique en rapport à sa dimension sociale. 4. L'idée de ville, de sa gestion participative et de son rapport avec la campagne. Encore, la nécessité d'une réelle intégration entre travail manuel et travail intellectuel dans une dimension éducative libertaire qui ramène l'idée d'école et d'éducation à sa originalité conceptuelle. La grande actualité du fédéralisme et du confédéralisme libertaire et les actions spontanées et celles organisées de l'entraide. Pour nous, c'est maintenant indispensable de reprendre ces traces, le mettre à jour, le mettre à l'épreuve, expérimenter leur validité en continu, ici et maintenant. Beaucoup de tout cela est en action dans le monde, en situations différentes et dans nombreux domaines. On doit avoir la capacité de lier ces expériences pour réussir à donner à l'anarchisme une valeur positive parce que nous en avons besoin maintenant plus que jamais.
pour terminer cette courte, bref, introduction à l'anarchisme positif de Kropotkin, je vais vous proposer avant tout une certaine considération de Ward, Goodman et quelques autres auteurs, seulement pour résumer ici comment ces auteurs ont traduit et développé la pensée constructive de l'anarchisme de Kropotkin. Alors, je vais commencer, et ces paroles que je vais lire ici, et de cet auteur, c'est la fin de mon intervention, de mes relations. Alors, la première. L'État n'est pas quelque chose que peut être détruit par une révolution. C'est une condition, une relation entre les êtres humains, un comportement. Il peut être détruit en prenant des relations diverses, se comporter différemment. C'est Gustav Landauer. Enfin, un but infiniment loin n'est pas un but, est une tromperie. Martin Buber. Une société libre ne peut pas être réalisée en replaçant un ordre nouveau au lieu d'un vieux, mais plutôt avec l'expansion des lieux où l'action est libre, jusqu'à ces lieux peuvent constituer la fondation de l'entière vie sociale. Paul Goodman. Une société anarchiste, une société qui s'organise sans autorité, existe toujours comme une graine sous la neige, enfouie, enterrée sous le fardeau de l'État et de la bureaucratie, du capitalisme et des gaspillages, des chèques, du privilège et de ses injustices, du nationalisme et de ses loyautés suicidaires, des religions et de ses superstitions et séparations. Colin Ward. L'alternative anarchiste est celle qui propose la fragmentation et le fractionnement au lieu de fusionner, la diversité au lieu de l'unité, propose en conclusion une masse de sociétés et non une société de masse. Colin Ward. L'anarchisme, l'alternative anarchiste est plus logique. Essayer de décentraliser et affaiblir l'autorité des États nationaux et arriver à une organisation internationale avec des solutions partielles, subdivisées par fonction et par région, en partant du bas dans le commerce, dans la circulation, dans le développement, dans la science, dans la communication, dans la santé. Paul Goodman. La distinction, et c'est la dernière, n'est pas entre révolution et réforme, mais entre quel genre, quelle sorte de révolution qui sert à installer une nouvelle bande d'oppresseurs ou quel genre de réforme qui servent à rendre l'oppression plus digestible ou plus efficient d'un côté. Et ces changements sociaux, qui soient révolutionnaires ou réformistes, par lesquels le peuple étendre ses propres sphères d'autonomie et réduise la soumission à des autorités extérieures de l'autre côté. L'anarchisme, dans toutes ses expressions, est une affirmation de la dignité et de la responsabilité des êtres humains. N'est pas un programme de mutation politique, mais une action d'autodétermination sociale. Colin Ward. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup, Francesco, pour votre présentation. Vous m'avez envoyé le document, c'est ça? Non, j'ai terminé, je vais te l'envoyer. OK. Encore une fois, si vous avez des questions, vous pouvez l'écrire dans le chat. Sinon, en bas, il y a une réaction, un bouton que vous poussiez, et puis vous levez votre main
pour poser des questions à Francesco. Je vais juste voir s'il y a des questions, et on va attendre. Olivier dit merci, moi aussi. Francesco, j'aimerais vous poser quelques questions, si ça vous convient. Oui. Le titre de votre présentation, c'est l'anarchisme positif de Kropotkin dans son actualité. Et vous dites que toutes les réflexions du grand révolutionnaire russe, donc de Kropotkin, qui peuvent nous stimuler ou encourager des projets réels et concrets. Et je vois que vous, dans votre expérience, vous avez fait des projets réels et concrets. Est-ce que vous pouvez nous en partager quelques-uns, s'il vous plaît? Ben, oui, en particulier, je me suis occupé de fonder en Italie je le dis en italien, Rete dell'Educazione Libertaria, cioè une fédération d'éducation libertaire, qui a fondé plusieurs écoles libertaires en dehors de l'influence de l'État et qui se trouve à opérer dans, comme vous pouvez bien imaginer, beaucoup de difficultés, mais qui représente, selon moi, une tentative d'expérimenter maintenant des formes d'éducation qui sont diverses, alternatives à celles de l'État. Cela a beaucoup de problèmes pratiques et théoriques. Je le sais bien, je le connais bien, mais je pense que l'enseignement de Kropotkin, nous avons parlé de ça aujourd'hui et des autres auteurs, c'est là, c'est celle de implémenter maintenant des espaces d'organisation qui peut trouver et surtout expérimenter. Parce que nous ne pouvons pas savoir, je pense, aussi nous-mêmes, comme nous pouvons être in un domaine qui est totalement alternative à celle actuelle. Alors il est nécessaire d'expérimenter sans être d'expérimentaliste idéologique, mais prouver et reprouver et maintenant et non attendre la révolution qui doit arriver. Celle de l'école, c'est seulement une des possibilités. Il y a des expériences de production dans le monde, surtout des usines qui ont été fermées et qui ont été autogérées par les ouvriers. Il y a des organisations d'entraide qui, en manière autogestionnaire, horizontale, pas avec hiérarchie, s'organisent pour résolver, pour trouver des réponses aux besoins de la population. Ensemble, c'est toute une constellation, une variété d'associations qui ne se rappellent toujours à l'anarchisme, mais que je pense que ce n'est pas, cela c'est important, mais que notre rôle, c'est d'évidencier les éléments libertaires, anti-autoritaires qu'il y a dans la réalité maintenant. Comme dit encore Colin Ward, comme on sème une graine sous la neige, l'anarchisme est une forme d'anarchisme qui n'est pas la perfection, bien sûr, mais existe déjà. Et nous avons le devoir de les faire connaître, de les défendre dans les tentatives de l'État de s'approprier. Nous avons Olivier, et moi aussi d'ailleurs, qui aimerait avoir, s'il vous plaît, plus tard, Francesco, des liens vers ces écoles. Si vous avez des liens d'Internet vers ces écoles, ce serait très intéressant à les partager.
Et à part donc l'école que vous aviez travaillé, est-ce qu'il y a d'autres projets que vous avez fait aussi ou c'est surtout dans l'éducation? Non, nous avons fondé tout près de Venise, nous avons acheté une maison qui était en condition, quand nous l'avons achetée, pas bonne. Nous l'avons restaurée et, et nous avons créé une association qui s'appelle Ateneo degli Imperfetti, Ateneo des Imperfetti, et où nous faisons des activités culturelles et aussi conviviales. Et elle est devenue un centre important dans la région de discussion, de recherche et surtout d'expérimentation des relations égalitaires et qui peut répondre, pas seulement celle, mais toutes ces initiatives qui existent, selon moi, peut répondre à une question qui toujours Colin Ward a mise à l'ordre du jour en 1961, quand il a écrit un article dans le journal Freedom qui demandait si l'anarchisme était une idée respectable. Il n'entendait pas dire respectable parce qu'il est à la page comme la société. Mais c'est les idées des anarchistes qui peuvent être compris, pratiquées, parce qu'elles sont meilleures, plus importantes, plus créatives, plus égalitaires, plus justes de celles que la société autoritaire va imposer. Après, on a aussi une maison d'édition à Milan, que c'est la maison Eleuthera, qui produit beaucoup de livres et qui fait des activités très importantes, toujours sur le plan culturel, la dimension culturelle, qui est très connue en Italie et je pense qu'elle est connue en Europe bien. Et aussi, quand on a fondé en 1976 le Centro Studi Libertari Giuseppe Pinelli, on a organisé aussi beaucoup de conférences internationales et nationales sur divers aspects de la vie et de la culture anarchiste. En toute sincérité, Francesco, nous pourrons parler pendant très longtemps. J'ai beaucoup d'autres questions pour toi. On va avoir un peu de temps pour Bruno. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais regarder le chat rapidement. J'ai partagé le nom, je pense, du journal. Et puis, Olivier vous laisse ces liens-là. J'aimerais juste peut-être terminer avec vous, parce que ce que j'aimais dans votre présentation et le titre, c'est l'anarchisme positif. Donc, vous l'avez qualifié, pas l'anarchisme, mais l'anarchisme positif. Pourriez-vous m'expliquer un petit peu ce que ça veut dire pour vous, l'anarchisme positif? Oui, en bref, l'anarchisme positif pour moi, c'est un anarchisme qui a accepté, qui a compris bien sa dimension historique de négation de toutes les formes de domination, mais qui se préoccupe maintenant de ne rester pas lié exclusivement à cette dimension de négation et qui fait un effort très grand et qui peut avoir des contradictions, qui peut être pas parfait, qui doit être expérimental, mais qui est indispensable de se mesurer avec les problèmes quotidiens que les hommes et les femmes, petits et grands, trouvent dans sa vie dans une société autoritaire. Ce que j'ai beaucoup... Non, allez-y, Francesco, allez-y. Parfait. Non, c'est cela. C'est l'anarchisme, pour moi, qui est
négative qui a assimilé la conception classique, mais qui tente d'aller au-delà et de construire des indications, pas détaillées, mais de grandes lignes d'interprétation d'une organisation, sans être dans le même moment utopique. Et là, c'est encore une autre difficulté. Oui, en fait, j'allais poursuivre ce que vous avez dit, parce que dans votre présentation, un des points que vous avez fait que j'ai beaucoup apprécié, je veux juste être sûr que je l'ai bien compris. D'ailleurs, est-ce que je parle trop vite, Francesco, ça va? Oui. OK. C'est que vous avez dit, il ne faut pas avoir peur d'expérimenter. Il faut expérimenter. Il ne faut pas toujours se laisser faire coincer dans des boîtes politiques, etc. C'est un peu ça ce que vous voulez dire? Il faut expérimenter, il faut oser quelque part, c'est ça? Oui, oui. C'est là, pour moi, c'est important. Et je vais répéter. Et pas avoir la mentalité expérimentaliste, cioè une mentalité, une culture qui fait du expérimentalisme pour soi-même. C'est expérimenter en avant et maintenir clair que la chose plus importante de l'anarchisme, c'est la cohérence entre i mezzi et le fin. Comme on dit, mezzi? Les moyens et le but final. Et dans l'expérimentation, il faut avoir toujours présent cela. Oui, et si j'ai aussi bien compris, il y a un lien qui se fait entre votre présentation et la présentation de Selva, que quelque part, Kropotkin lui-même, il n'avait pas peur de penser pour lui-même, il n'avait pas peur d'avoir ses propres idées, même si ça lui a fait perdre beaucoup d'amis, causé beaucoup de controverses, etc. Mais un petit peu dans le même style, vous dites qu'il faut être ouvert à la réalité, c'est ça? Et il faut oser expérimenter, comme vous dites, hein, c'est ça? Oui. Oui, tu as compris très bien. C'est ça. C'est parce que vous l'avez bien expliqué, Francesco. Merci. C'est merci à vous. Et très sincèrement, Francesco, votre français est vraiment plaisant. C'est un plaisir. Merci. Oui, merci. Merci. Bene, 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 bene. Grazie. Oui, grazie. Oui, merci. Très sincèrement, c'est très intéressant. Et Francesco, on va avoir bientôt à partager avec tout le monde ses expériences, beaucoup d'expériences. Si vous avez quelques instants avant de partir aujourd'hui, Francesco, juste à partager avec nous, s'il vous plaît, les liens vers ces écoles et vos projets à vous. Oui. Parce que c'est ça, nous sommes tous curieux d'apprendre beaucoup plus de votre expérience. Oui. Maintenant, nous avons notre ami Bruno. Donc, Nathan, c'est le temps. Oui, merci. Nathan, il fait très bien ça. Merci, Nathan. Thank you very much, Nathan. Grazie, Nathan. Donc, voilà. Est un chercheur et professeur à l'Université Verde Pietro, Tosca. Il a publié dans plusieurs papiers comme Ecologica, Radici. Je vais lui laisser vous mieux prononcer ces autres. Messaggi educativi. C'est ça, etc. C'est un plaisir d'avoir Bruno avec nous aujourd'hui, un honneur. Et j'aimerais juste dire un très grand merci à tous nos participants italiens. Je l'ai dit avant, en parlant à Francesco et Bruno, que ça a été un vrai plaisir de travailler avec vous. Une très belle collaboration qu'on a eue ensemble. Le Centre Studio Libertade est là, je pense, parmi nous. Merci infiniment à eux pour nous avoir donné le plaisir de vous accueillir aujourd'hui, d'apprendre de vous. Maintenant, j'aurais une question pour vous, Bruno. Est-ce que vous voulez que moi, je partage votre présentation ou est-ce que vous voulez le faire vous-même? Un moment, je peux prouver à
Sinon, moi, je l'ai ici ouvert. Et vous avez juste à me dire que Christopher, oui, prochain. Oui, si peut-être il est meilleur que vous. C'est celui-là? Oui, c'est Ok. ça. Juste un instant. Maintenant, j'ai une autre petite question pour vous. Oui. La question est la suivante. Je vais juste être sûr que je peux le mettre en plein écran. OK, vous le voyez encore? Oh non. Oui, oui. Oui? OK, en plein écran, Bruno? Oui, ça va. OK. Comment est-ce que vous pouvez me dire d'aller à la prochaine diapositive en italien? C'est quoi le mot pour changer de diapositive en italien? Le mot pour changer la diapositive? Oui, c'est comme si vous voulez que je change de diapositive pour vous. En français, comment Oui, j'aimerais que vous me le dites en italien. la prossima. OK. OK. La prochaine. La prossima? Alors, tout d'abord, je voudrais bien rappeler la dimension de ma relation. C'est-à-dire, je voudrais bien parler de l'importance de Kropotkin pour les mouvements sociaux. Avant de commencer, je voudrais bien rappeler le travail qui a fait Gian Corrado Barozzi, un autre étudiant de Kropotkin, et une autre personne qui a étudié, qui a analysé la pensée de Kropotkin, et qui a fait une étude où a montré l'importance de Kropotkin dans le débat scientifique du XXe siècle, surtout pour les sciences naturelles et pour les sciences humaines. Il a écrit un livre très important, Altruisme et coopération en Kropotkin. C'est ça. Ça me semblait bien important de le rappeler. Donc, je veux parler de l'importance de Kropotkin pour les mouvements sociaux, pour le monde du volontariat où j'ai travaillé plusieurs décennies. Dans ce monde, on considère le volontariat de l'entraide comme la forme de volontariat la plus haute. Donc, avant de parler de groupe d'entraide, peut-être il faut dire de quoi s'agit-il. Peut-être que quelqu'un ne connaisse pas ce mouvement. Ce mouvement est né dans les années 30 pour faire face aux problèmes. Ils naissent juste de la condivision d'un problème. Le premier problème que les premiers groupes ont a été le problème de l'alcool. Les premiers groupes étaient les groupes d'alcoolistes anonymes, nés à Chicago dans le 1935. Donc, mais cette stratégie de condivision, de faire naître des groupes pour résoudre nos problèmes, ces problèmes, par la condivision de ce problème entre les personnes qui condivisent ces problèmes, s'est répandu même en d'autres problèmes. Et dans les successives décennies, plusieurs groupes sont nés dans d'autres secteurs, c'est-à-dire dans le secteur du deuil, dans le secteur de la dépression, dans le secteur des problèmes familiaux. Pour chaque problème, on peut dire qu'il est possible de faire naître un groupe parce que la condivision d'un problème porte déjà à une situation positive.
Alors, j'ai commencé avec 4 paroles qui pour moi sont très importantes parce que on ne peut pas travailler à partir de dogmes. L'important, comme a fait Kropotkin, développer un travail social à partir, et une théorie à partir de l'observation. L'observation plus importante est l'observation participative. Parce que car avec cette observation, nous analysons la qualité des relations interpersonnelles. Et ça nous permet de faire une réflexion sur nous-mêmes. Et ça, c'est le point de départ d'un travail social bien organisé. Puis, l'autre point fondamental est l'écouter. Écouter signifie être empathique, tu vois, développer une écoute empathique des besoins de chaque contexte social. Seulement ça pour favoriser le développement des relations humaines et sociales horizontales. Écouter, c'est une attitude, c'est une art dans l'école. Vraiment, un art très important si l'on veut développer une pédagogie libertaire et bien une politique libertaire. Et en écoutant et en observant, on apprend. On apprend des mouvements sociaux, on apprend dans les réalités sociales où les personnes se sont organisées d'une façon mutuelle pour donner des réponses aux problèmes sociaux. On apprend de cette expérience ce qu'on peut développer. Donc, apprendre des mouvements sociaux, des compétences utiles pour nourrir un projet alternatif. Ça, c'est très important pour le développement de nouveaux réseaux sociaux autonomes. La 4 parole qui est clé, qui est très importante pour nous, est l'expérimentation. L'expérimentation à partir des groupes qui, de pairs, parce que le groupe d'entraide doit être un groupe de pairs, sont garanties, ces expérimentations, par des décennies de bonnes pratiques basées avant tout sur une attitude sans jugement, une conscience émotionnelle, l'empathie, la communication horizontale, la facilitation de la participation et la responsabilisation. Ce sont des paroles que nous allons connaître dans le développement de ce discours quand je parlerai du développement des groupes d'entraide. Donc, la prochaine. Donc, de mutuelle aide. Dans le livre Mutuelle aide, Kropotkin oppose la loi naturelle de l'entraide à un modèle de société basé sur la concurrence. Et ça a été dans la période de Kropotkin et même aujourd'hui, c'est très important pour combattre l'actuelle idéologie de la concurrence et du souverainisme. Donc, dans la décennie suivante, celle de sa mort, les premiers groupes d'entraide sont nés aux États-Unis et en Europe du Nord. Et qu'est-ce que c'est important? Donc, c'est important de dire que de nombreux théoriciens des groupes d'entraide parlent de ce livre comme du texte fondateur de la littérature scientifique d'entraide. Donc, on peut faire quelques exemples. Dominique Steinberg, par exemple, tire de Kropotkin la clé de la lecture de l'entraide comme dynamique de l'être humain et comme facteur de progrès social. Elle en fait une règle du travail social moderne, donc. Donc, c'est très important pour les secteurs de travaux, des services sociaux aujourd'hui. Valentina Calcaterra, qui a écrit un autre livre sur les groupes d'entraide, met l'accent sur l'entraide en tant que compétence humaine, naturelle et fondamentale, qui garantit la survie et la résolution des situations difficiles. Donc,
alors, ces livres sont à la fin de ma relation. Il y a une bibliographie où vous pouvez trouver tous les livres et les journaux qui ont parlé de ce groupe, de groupes d'entraide. Donc, la prochaine, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que c'est un groupe d'entraide? Donc, un groupe d'entraide se forme par un processus bien déterminé. Donc, avant de tout, on partage le problème. Et ça aide à ne pas se décourager. Et de cette façon, on développe la compréhension mutuelle. Et ça, c'est très important parce que de cette façon, on développe même la confiance entre les participants du groupe. Et ça, c'est le premier élément important de la dynamique des groupes d'entraide. Le successif pas est l'échange d'expérience. Dans les groupes d'entraide, on ne fait pas de théorie. On échange des expériences parce que l'expérience d'un participant peut être utile à l'autre participant. Et de cette façon, on peut rechercher des solutions aux problèmes des participants sans faire de la théorie, sans faire de la philosophie sur les problèmes. Non, l'échange des expériences aide la solution des problèmes de tous. Quatrième pas, donc, c'est à partir de cette compréhension qu'est né un processus d'empowerment. Qu'est-ce que ça signifie? Le processus d'empowerment porte à la réappropriation de la solution des problèmes dans les mains de la personne. Donc, il n'y a pas de délégation. Il y a le refus de la délégation. Ça, c'est un des principes fondamentaux des groupes d'entraide. Le résultat de ce processus, quand il est suivi d'une façon cohérente, est un groupe d'experts capable de se soutenir mutuellement et, certaines fois, de résoudre même ces problèmes sans déléguer à personne ce devoir. La prochaine, s'il vous plaît. La prochaine. Dans le groupe traditionnel d'entraide, c'est assez important le facilitateur du groupe. Il doit tout simplement faciliter la communication entre les participants. Et certaines fois, il se passe que quelqu'un cherche des réponses, l'habitude à se faire aider d'un professionniste, c'est difficile à être dépassé. Mais un bon facilitateur, c'est envoyer la réponse aux autres participants du groupe, parce qu'il y a une force plus grande du participant, et cette force est la force du groupe, c'est le potentiel du groupe. Donc, le facilitateur, il doit avoir confiance en cette force, dans le potentiel du groupe. Il doit savoir écouter et inviter les participants à s'écouter les uns les autres. Il doit être empathique et favoriser l'empathie entre les participants. Il doit avoir une attitude acceptante envers tous. Il doit encourager les attitudes et les comportements et un langage sans jugement chez les participants. Il doit avoir atteint une certaine adaptation aux problèmes partagés par le groupe. Il est capable de parler de ses expériences personnelles. Et alors, en cette situation, il doit renoncer à son rôle de facilitateur. Il peut devenir un participant comme les autres. Et un autre participant peut développer ce rôle. Il préfère être un témoin plutôt qu'un enseignant. Donc, ça semble très simple, mais n'est pas toujours ainsi. Je me rappelle quand j'ai commencé le travail dans le groupe d'entraide, on ne pensait pas qu'un participant pouvait devenir un facilitateur. On a eu des conflits pour arriver à cette situation.
Et aujourd'hui, on peut dire, depuis 15 ans d'expérimentation de cette possibilité, on peut dire que le facilitateur naturel, on l'appelle le helper naturel, est le meilleur facilitateur possible. C'est-à-dire celui qui a vécu ce problème, qui a réuni ce groupe, est le meilleur facilitateur, a plus d'empathie, a plus de capacité d'aider le groupe à s'aider. La prochaine, s'il vous plaît. Ecco, Dominique Steinberg a fait une étude sur le groupe d'entraide où elle a souligné l'importance de 9 dynamiques dans les groupes d'entraide pour avoir, quand le groupe d'entraide fonctionne bien. Avant de tout, il y a la dynamique de partage d'informations. Puis, il y a la dynamique de l'expression libre qui sait valoriser les différences. Le groupe d'entraide est un ensemble de différences. Il y a un but, un objectif commun, mais un bon facilitateur doit savoir valoriser ces différences. Et troisième dynamique, le groupe d'entraide peut devenir même l'occasion pour parler des tabous. Quatrième dynamique, donc on forme dans le groupe d'entraide une conscience de l'interdépendance entre les participants par rapport à l'objectif commun. On doit rappeler que l'objectif commun vient choisi entre les participants quand le groupe naît. Donc, l'échange d'expérience et le soutien réciproque déterminent une interdépendance entre les participants qui est fondamentale pour la vie du groupe, mais je veux le rappeler, c'est même cette interdépendance, c'est même très important dans la pédagogie libertaire, dans la formation de du travail coopératif, de la leçon coopérative. Donc, plus tard, on parlera même de ça. Donc, cinquième dynamique, le soutien émotionnel. Avant de tout, dans le groupe, on obtient un soutien émotionnel entre les participants qui est basé sur l'acceptation inconditionnelle. On accepte les autres participants sans juger, ça signifie. C'est une règle fondamentale qui a été développée avant de tout par l'humanisme de Rogers. Et c'est très important, ça, pour développer une communication paritaire, horizontale. Sixième dynamique, la prise de conscience de l'utilité mutuelle comme base d'une confrontation coopérative. Chaque participant doit entendre l'autre comme une personne utile pour la résolution de chaque problème. Septième, la confrontation collective des problèmes individuels. Il s'agit, et ça c'est un problème très important, un rôle très important pour le facilitateur, il doit chercher de relier les expériences et l'histoire, parce que le groupe peut avoir une bonne croissance s'il y a un bon échange d'expériences entre les participants. Huitième dynamique, l'expérimentation d'éventuels changements dans un lieu protégé. Donc, le groupe est un lieu protégé par les sympathies et l'empathie qui s'est créée grâce à la confiance qui s'est développée dans le processus dont nous avons parlé en avant. Et dans ce lieu protégé, le participant qui peut être une personne qui a souffert, qui a une souffrance liée à son expérience de vie, un deuil, la dépression, etc., peut expérimenter des changements qui peuvent améliorer sa vie. Neuvième dynamique, l'efficacité d'un groupe est basée sur la force personnelle et
la force des ressources du groupe. C'est-à-dire, la ressource groupe, c'est très important pour renforcer le single participant. Donc, ici, il y a, à cet égard, non, sur la force du groupe, il y a une intéressante réflexion de Dominique Steinberg. Dominique Steinberg dit que la même chose, c'est-à-dire la force du groupe, peut être vraie pour les petits groupes sociaux, dont nous parlerons plus tard. Il suffit de penser, elle dit, au conseil de quartier, au groupe d'advocacy ou de défense des droits des consommateurs, au comité de voisinage. Donc, il y a cette force cette ressource de groupe, cette force de groupe qui caractérise les groupes humains, les groupes d'entraide, mais también les groupes sociaux qui sont une évolution des groupes humains, comme on verra plus tard. La prochaine, s'il vous plaît. Ecco. Ici, donc, il y a le saut du groupe humain de pairs qui a surgi pour affronter ensemble les problèmes personnels, les problèmes de vie et les fragilités. Le saut au groupe social est bref. Au groupe social destiné à lutter pour les problèmes collectifs. Donc, je présente ici un exemple de ce groupe social. J'ai vu une situation de ce type. J'ai facilité un groupe de parents d'étudiants certifiés qui, à la fin de son chemin, c'est-à-dire après les 5 ans d'années d'études de ce fils, ont décidé que les fils avaient besoin d'être défendus. Ils avaient des droits qui devaient être défendus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont débarrassés du facilitateur, c'est-à-dire de moi, et ils ont organisé une association pour défendre ces fils. Ça, c'est un exemple d'évolution positive du groupe d'entraide. Parce que il est possible que dans les groupes d'entraide se crée une dépendance entre participants et facilitateurs. Donc, la croissance politique du groupe d'entraide peut porter à une organisation d'une association autonome. Et ça, c'est très important. Un autre exemple d'association est bilanci di giustizia. Je crois qu'on peut traduire bilan de justice. Cette association est née dans le mouvement non-violent en Italie et est formée par un réseau de plusieurs centaines de personnes et de familles qui se réunissent chaque mois en groupes locaux pour améliorer les achats quotidiens. Ils ont une liste et dans cette liste, il n'y a pas seulement l'alimentation, les vêtements, l'entretien, le transport, les médicaments et tout ça. Il y a même l'épargne éthique, l'hospitalité sociale vers les amis, mais même vers les migrants, l'engagement social. On fait l'évaluation de l'engagement dans les associations écologistes. Quand ce mouvement était très fort, l'opposition aux dépenses militaires, et il y avait une opposition très intéressante. Donc, chaque mois, les groupes vérifient les objectifs, les changements qu'ils ont obtenus et découvrent de nouvelles formes d'entraide, échangent des expériences d'autres productions. Par exemple, depuis quelques années, au réseau de jeunes bilanchistes, j'ai vu l'assemblée où est né ce réseau de jeunes bilanchistes, c'est-à-dire les fils de ces familles se sont organisés pour changer leur qualité de vie et pour mettre en discussion même ses consommations et la façon de passer le temps, tout ça. Et ça, c'est très intéressant. C'est ainsi que la qualité de vie change aujourd'hui. On peut changer aujourd'hui la qualité de la vie. Ecco, la prochaine, s'il vous plaît. Monsieur Bruno, Oui? il vous reste à peu près 5 minutes. Alors, je dois aller bien vite. Le problème... Vous me dites où aller.
Oui. Alors, la prochaine. Alors, dans l'école, nous avons fait tout d'abord l'expérience des groupes d'entraide dans l'école. On a organisé avant de tout, dans les classes d'un institut professionnel où il y avait de gros problèmes liés à la présence d'alphabétisation et d'autres problèmes pareils. Il y avait de gros problèmes sociaux entre les étudiants. Alors, pour résoudre ce problème, on a divisé la classe en petits groupes. La règle est de n'avoir jamais de groupes avec plus de 12 étudiants. Et on a travaillé de façon qu'on valoriser les ressources des étudiants pour résoudre les problèmes. On ne donnait pas de directives. Depuis avoir organisé ces groupes entre les étudiants, on a organisé même, on a formé même des facilitateurs entre les étudiants même. De cette façon, on est arrivé à organiser des groupes autogérés d'entraide entre les étudiants. Puis, on a organisé des groupes d'entraide entre les parents et entre les professeurs pour construire une perspective communautaire d'entre l'école. Quel était l'objectif, la stratégie de ce groupe? La stratégie était de déplacer, l'objectif était de déplacer l'attention des procédures bureaucratiques aux relations. Parce que dans l'école, la construction de relations, surtout de relations horizontales, est très importante. Et ça signifie organiser dans l'école des expériments de pédagogie libertaire. Où on valorise les étudiants en tant que ressources pour l'enseignement et pour l'éducation. La prochaine, s'il vous plaît. La prossima, per favore. Ecco. Donc, dans notre projet qu'on présente, qui actuellement est présent dans 3 écoles, on a comme objectif de construire la classe inclusive. Et ça signifie, comme on a déjà dit, savoir écouter, savoir appliquer des règles partagées, connaître les causes de l'anxiété et surtout jouir de la convivialité des différences. La prochaine, s'il vous plaît. À la fin, pour 2 années, nous avons fait à la fin de la vie de ce groupe, de la vie annuelle, 2 assemblées de groupes d'entraide en utilisant la stratégie de l'Open Space Technology. C'est-à-dire, nous nous sommes organisés comme si nous vivions le temps libre. Donc, notre objectif était de construire une perspective communautaire. Et le 23 mai 2020, nous avons élaboré notre projet, notre programme, avec une assemblée de groupes des étudiants, des parents et des professeurs. La prochaine, s'il vous plaît. J'ai déjà parlé de ça, c'est-à-dire le groupe d'entraide devient un groupe social et dans ce moment, il s'organise d'une façon autogestionnaire. Ça, c'est une étude, on a vu ce développement dans une étude de groupe d'entraide dans la région Piemonte. La prochaine, s'il vous plaît. La prochaine. Ecco, même toujours dans cette région, on a vu que le moment plus important est le refus de la délégation. Ça signifie que redonner aux familles, aux communautés, aux groupes formels et individus l'appropriation de leurs propres compétences pour résoudre leurs propres problèmes. La prochaine, s'il vous plaît. Ça, c'est très important, la conscience du lieu.
ça, c'était très important et ça, c'est très intéressant de le trouver même dans l'étude mutuelle de Kropotkin, était très développé dans les communes, dans les alliances de personnes et de groupes pendant le Moyen-Âge. La conscience de lieu est un moment très important d'identification et de l'individu, celle qui prévaut est le sentiment d'appartenance à la société locale, où la société locale est l'espace de production et d'utilisation collective des biens communs. Donc, on peut dire que cette conscience du lieu, dans les dernières décennies, s'est développée d'une façon très forte, parce que les contradictions se sont déplacées dans le territoire. Et dans le territoire, se sont développées les compétences de la communauté locale, dans la lutte contre la centrale nucléaire, pour la souveraineté alimentaire et tout ça. Et ces luttes ont porté à la formation d'une culture locale, de la défense du bois, de la défense du paysage, de la défense de l'autonomie des cultures locales, de l'économie locale. Et ça renforce la conscience du lieu, qu'il s'agit d'un facteur fondamental du développement de l'autonomie de la périphérie contre le centre bureaucratique. La prochaine, s'il vous plaît. OK. Bruno, si vous êtes d'accord, oui. Moi, j'ai une copie de votre présentation ici. Je peux le faire partager avec les gens qui sont avec nous. La raison pour laquelle j'aimerais vous arrêter là, c'est parce que j'aimerais avoir l'opportunité de vous poser des questions pendant une demi-heure. Est-ce que cela vous convient? Oui, une dernière parole seulement. Dans ma relation, à la fin, il y a la distinction entre deux formes de participation. Le principe de subsidiarité qui porte à la soumission à l'État et le principe d'empowerment qui naît dans le groupe d'entraide. Et ce principe, quand vient développé par le groupe social, devient un moment très important d'autonomie et de croissance de l'alternative politique. Tout ça, j'ai fini. C'est extrêmement fascinant, votre présentation. Très bien fait, Bruno. Merci. Comme j'ai dit auparavant, je vais partager les diapositives de Bruno et aussi nous allons publier ce que Bruno a écrit pour tout le monde qui veut poursuivre un petit peu. Nathan, oui, c'est ça. OK, Bruno, une question très importante là. C'est quel vin que vous buvez là? Excusez-moi, je n'ai pas compris. Non, on voulait juste savoir, c'est quel vin que vous buvez? Du vin blanc? Ah oui, c'était des Du vin vins blanc blancs. italien? C'est oui, italien. J'ai fêtoyé en place mon dernier anniversaire avec les amis. Oui. En septembre, il était possible. Maintenant, non. On était tous tellement contents de voir votre photo qui nous a fait penser vraiment à... Mais merci, Nathan, vous pouvez arrêter ça. Je veux rappeler même que j'ai un ami dans les collines de Mantoue, un ami anarchiste qui produit d'excellents vins biologiques. Peut-être à partager cela avec nous après, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que quelqu'un a des questions à mettre dans le commentaire ou sinon, vous pouvez lever vos mains pour parler à Bruno lui-même? Sinon, moi, j'ai quelques questions. OK. Donc, vous avez dit, vous avez vraiment plusieurs choses que vous avez dit que j'ai trouvé très, très, très intéressantes. Ce que vous avez dit, vous avez écrit ici, le quatrième point dans votre abstract, la liberté d'expression, libre circulation des expériences et des émotions, attitude sans jugement.
Et souvent, dans votre présentation, vous avez dit sans jugement, ça doit pas être facile quand même à créer un espace où il n'y a pas de jugement. Oui, c'est très difficile. Ça, c'est notre objectif dans le groupe d'entraide. La personne est habituée à juger et l'attitude sans jugement, atteggiamento non giudicante, on dit en italien, non giudicante, c'est très important parce que l'attitude basée sur le jugement construit une relation asymétrique. Donc, ne contribue pas à développer une relation horizontale. Et le groupe d'entraide doit être avant tout un groupe de pairs. Ça n'est pas simple. J'ai vécu beaucoup de contradictions. Et ça a été très difficile pour certains facilitateurs accepter, par exemple, que d'autres, les participants puissent devenir facilitateurs. C'était la première bataille de changement dans les groupes d'entraide. Le groupe d'entraide est une belle idée, mais la réaliser n'est pas facile. On doit faire le compte avec nos défauts personnels, nos attitudes. Bien des fois, nous ne nous apercevons pas que nous jugeons, que nous traitons les autres d'une façon du haut en bas. On devrait rappeler les 12 contradictions dans la communication efficace qui a analysé Roger à cet égard, par exemple. C'est un discours très long, mais dans les groupes d'entraide, n'est pas facile. Je parlais même de dépendance entre facilitateurs et participants. On peut créer cette dépendance et le groupe, tandis que chaque participant a son chemin de faire. Quand a terminé son chemin, il salue le groupe et s'en va. Ou il peut organiser une association pour porter avant ses droits, par exemple. Et alors organise des alliances avec d'autres associations qui ont le même but et tout ça. On a vu ce type de développement. Mais je répète, on peut se développer des contradictions. Le phénomène n'est pas si simple, comme je le raconte. Comme on peut le trouver dans le livre, comme on peut le trouver dans le livre. Vous l'avez tellement bien dit que l'idée, en fait, d'un espace sans jugement et la réalité d'un espace sans jugement sont deux choses très différentes. Hein? C'est ce que vous dites. Et puis, vous avez aussi parlé ici de se développer une éthique de la solidarité liée à des règles spécifiques et des dynamiques relationnelles, qui revient un petit peu à ce que vous avez dit avant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de créer ces groupes d'entraide ou même peut-être on peut juste le faire dans nos familles avec cette éthique de solidarité? Qu'est-ce que ça vous dit, ça, une éthique de solidarité? Pourriez-vous me l'expliquer? Une éthique de solidarité naît quand il y a deux types de groupes dont on doit parler. Donc, les groupes où on partage un problème, ça c'est le groupe d'entraide. Et il y a même le groupe qui naît par l'appartenance à un lieu. Peut être le lieu de travail, l'école, le quartier, tout ça. Mais quand on choisit un objectif, on commence à partager et à former un groupe. Depuis, on a dit on commence à partager des informations, on échange des expériences. Et de cette façon, naît d'une façon très pratique la solidarité.
une éthique de solidarité est une éthique où les membres de la communauté du groupe où la situation des participants est paritaire, est horizontale. Une éthique de solidarité, donc, n'est pas l'altruisme. C'est né d'un échange continu entre les membres d'un groupe, d'une communauté et tout ça. Donc, il n'y a pas l'esprit philanthropique, mais il y a un échange, une participation active à la vie d'un groupe, d'une communauté. Ça, ce sont les caractéristiques principales. Nous avons une question d'Olivier. Oui. Olivier, est-ce que vous aimeriez que je lis la question? Est-ce que vous voulez mettre votre micro et parler à Bruno vous-même? Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Alors, premièrement, merci beaucoup pour la présentation. C'est très apprécié. J'aimerais simplement savoir, est-ce que vous avez une idée comment initier le sentiment d'appartenance à une société locale, donc à une communauté? Ici au Québec, j'ai l'impression qu'il y a un sentiment de difficulté, d'appartenance à la communauté. Les gens cherchent beaucoup une appartenance à une identité des fois, mais des fois une appartenance justement à une communauté. Alors, je me demandais si vous aviez des idées de comment initier le sentiment d'appartenance à une communauté. Le sentiment d'appartenance à une communauté. Donc, les études principaux à cet égard ont été faites par donc Beccatini, Giacomo Beccatini. Et dans ma biographie, j'ai indiqué plusieurs livres. Giacomo Beccatini s'occupe surtout de la conscience des lieux. La conscience qui naît de la connaissance et de lieux où l'on vit. Et cette connaissance donne la compétence pour faire face aux problèmes qu'on vit dans cette localité, dans cette région. Les études principales qu'on a fait à cet égard ont été faites en Italie par Alberto Magnaghi, surtout dans le dernier livre. Donc, la définition qui peut mieux répondre à cette demande, c'est la définition de conscience de lieu. C'est la conscience qui naît pour avoir vécu dans ce lieu, pour avoir connu le problème de ce lieu, pour avoir la volonté de développer d'instruments de contrôle soit économique et communautaire sur l'économie locale et en maintenant, mais sans avoir une perspective localiste, mais ayant une perspective internationale de fruition de la culture. L'expérience plus intéressante qu'on a étudiée par notre maître, on peut dire maître, c'est-à-dire enseignante, Pietro Toesca, un philosophe qui a développé des projets extraordinaires. Le projet le plus intéressant, c'est celle de réseau des petites villes historiques de l'Italie centrale. Et dans cette expérience, il a cherché de récupérer l'expérience de l'artisanat. Il a organisé même un cours pour récupérer les compétences artisanales et développer dans le monde actuel l'artisanat traditionnel dans l'Italie centrale. Il a développé même un réseau de liens entre les petites villes de l'Italie centrale, Toscane surtout. Dans notre revue qui s'appelle Radici, on avait publié dans les 1990 ce projet. Ce projet, ces revues sont même à disposition dans les CIRA à Lausanne.
Je ne sais pas si j'ai répondu Oui, à oui, votre oui, question. oui, entièrement. Merci. Il y a En fait, la conscience d'état. étudier ces expériences. Il y a des expériences très importantes, non, sur le développement de la communauté locale, qui ne signifie pas, je répète, localisme. Ça signifie se mettre en réseau avec d'autres villes, développer une culture de l'autonomie à niveau international. On parle surtout de biorégionalisme à cet égard. Alberto Magnaghi parle de ça, pour exemple. Le biorégionalisme offre des intéressantes études d'expérience à l'égard du projet de la communauté locale. Et si j'ai bien compris aussi, Olivier, vous touchez un petit peu comme comment avoir une appartenance, mais sans le nationalisme. C'est un peu ça aussi, comment appartenir à une société, mais d'avoir le plein vue aussi du monde. C'est ça, Olivier? C'est exactement ça. En fait, en tant qu'anarchiste, on se voit justement plus à un niveau décentralisé et local. Donc, c'est comment développer cette appartenance à cette communauté-là. Mais par les petites expériences aussi qui ont été dites par Francesco plus tôt, je pense que ça peut être une bonne opportunité justement de s'inspirer là, de devoir créer une pratique autour de nous. Je pense que c'est ça qui donne aussi Ouais. un De comprendre sentiment. ce qui est l'appartenance et que ça devrait être différent que le nationalisme. Exact. Oui, oui, c'est un enjeu ici au Québec. Et, je pense que vous êtes du Gaspésie, c'est ça, Olivier? Exactement. Bienvenue. Merci. Et Bruno, si vous ne connaissez pas la Gaspésie ici au Québec, Olivier vous dit le bienvenu là-bas, ici chez nous. Merci beaucoup. Oui, Je voudrais bien rappeler une stratégie que j'ai vue se développer dans les dernières années. C'est-à-dire, il y a dans ma relation, dans certaines villes où on ne peut plus organiser, parce que la loi ne le permet plus, on ne peut plus organiser le conseil des quartiers, ou comité des quartiers, c'est la même chose. Quelques associations ont organisé, ont proposé et la constitution de conseil de quartier comme projet de participation. Donc, pas comme articulation bureaucratique, mais comme projet de participation. Sont nés des conseils de quartier et ces conseils de quartier représentent les habitants du quartier, mais en parallèle, on a eu la construction d'un deuxième, on pourrait l'appeler jambe, d'une deuxième structure, c'est-à-dire on l'appelle le réseau de communauté ou point de communauté. Cette structure est formée par les associations. Associations de solidarité sociale, écologiste, d'économie solidaire. Donc, la dynamique horizontale entre le réseau de communauté des associations et le conseil de quartier ont renforcé la pression de bas en haut vers le conseil communal, vers la structure bureaucratique, a créé un effet positif, cette dynamique. Et nous avons adjoint que dans cette dynamique, la présence de petits groupes conscientisés est très importante. Nous parlons de principe actif en tant que facteur dynamisant de la périphérie des quartiers des villes. et avant que j'oublie, Olivier, est-ce que vous étiez là hier pour la présentation de Giulio Spiazzi? Oui. Oui, donc ouais, c'est ça. Et puis, je pense que Bruno, vous connaissez Giulio? Giulio, Mr. je connais Spiazzi. l'expérience de l'école libertaire, très important. C'est le premier, je pense, le premier pas à faire, non, pour affirmer l'actualisme de l'anarchisme. Et vraiment, c'est très important. J'ai connu quelques écoles libertaires et ça, je pense que ça a été l'effort, dans les dernières décennies, l'effort principal du mouvement libertaire. Ouais, on va voir s'il y a d'autres questions dans le chat.
ce serait peut-être ce qu'on essaie de faire aussi, c'est de vous faire parler nos deux présentateurs un peu ensemble. Ça, c'est toujours intéressant parce que Francesco, si ça ne vous dérange pas, comment est-ce que je peux mettre en spotlight Mr. Francesco? Nathan, help. No, but les deux, two of them. I want a double whammy. Yeah. Oh, nice. Oh non, sans moi là. Non, non, non. Faut m'enlever là. Youp. Bye bye. Je me demandais si vous pourriez peut-être vous poser des questions tous les deux aussi. Donc, Francesco, si vous avez des commentaires ou des choses à dire à Bruno, vous à Francesco, peut-être ça pourrait être intéressant aussi. Oui, je voudrais commencer. Alors, je me suis occupé surtout de la stratégie de porter en avant une stratégie de pédagogie libertaire dans les écoles, dans l'école publique. Mais je suis très intéressé à suivre les expériences des écoles libertaires. Quel est l'objectif actuel, je demande à Francesco Codello, quel est l'objectif actuel du réseau de l'école libertaire en Italie? Microfono. Qual è? Non ho capito. Qual è l'obiettivo principale che si dà in questo periodo il movimento, la rete dell'educazione libertaria? Ma in questo momento di difficoltà molto spesso è anche la sopravvivenza per certi aspetti, perché come tutti sappiamo stiamo vivendo una situazione molto particolare e difficile, ma sostanzialmente credo di poter interpretare che l'obiettivo principale è proprio quello di indicare, appunto come dicevo, una dei... pardon, je dois parler en français. Francesco, je dois parler en français. On aimerait tellement que vous continuiez en italien. Non, excusez-vous pas, c'était très beau, mais j'ai rien compris, mais j'ai beaucoup aimé l'expérience. Pardon. Alors, Merci. Je voudrais dire cela. Je pense que la question fondamentale maintenant, c'est celle de résister à la situation qui est très difficulteuse en Italie, comme dans tout le monde, pour la situation sanitaire. Mais l'objectif fondamental de l'école libertaire, c'est celle de faire une pratique maintenant pour expérimenter, comme je dis en avant, des relations anti-autoritaires dans l'éducation. Cela, ce n'est pas possible le faire à la même manière dans une l'école étatique, l'école statale, parce que dans l'État, dans le domaine de l'État, nous avons surtout des conditions qui ne permettent pas de développer autonomie, responsabilité, éducation occidentale, expérimentation, parce que le système général impose des autres questions qui sont liées au marché du travail, qui sont liées à la formation de l'obéissance, qui sont liées à toutes les choses que nous connaissons bien. Alors, l'éducation libertaire, c'est une opportunité, n'est pas la seule. Le problème que je pense qu'il y a, pas seulement en Italie, mais je peux parler aussi pour l'Europe parce que j'ai visité beaucoup d'expériences en Europe et aussi en Brésil et en Israël. La difficulté, c'est celle de créer une relation avec des autres expériences autogestionnaires qui s'occupent des autres questions pour faire une organisation commune qui peut affronter les questions sociales, toutes les questions sociales, pas seulement celles éducatives. Cela, c'est un objectif qui, pour le moment, n'est pas
facile de poursuivre, mais c'est très important. Et encore, je pense que l'éducation libertaire, c'est une grande opportunité parce qu'elle permet de développer des personnalités avec une pensée critique, et de développer l'autonomie, qui, comme disait Paul Goodman, c'est plus important de la liberté, parce que si nous ne sommes pas autonomes, nous ne savons quoi faire de notre liberté. Et aussi d'expérimenter des relations sociales qui sont empruntées dans l'égalitarisme et la responsabilité. L'école a des difficultés financières, surtout parce qu'elles vivent en raison d'un projet autogestionnaire qui s'autofinance, qui trouve les ressources, et parce que l'État en Italie ne reconnaît pas cette éducation, et reconnaît seulement une éducation qui peut être privée, mais nous pensons à une école qui n'est pas dépendante de l'État et dans le même temps n'est pas privée. C'est une école publique et non statale, non étatique. C'est la perspective autour de laquelle nous sommes engagés pour transformer cette situation de la société. Nous sommes rendus à 11h58 et je ne suis pas le seul à vouloir passer toute la journée avec vous, Francesco et Bruno et tout le monde ici. Mais malheureusement, on doit se préparer pour la session de cet après-midi. Grazie mille, Francesco, grazie mille, Bruno, et grazie mille, Salva. Si vous voulez parler plus tard, Francesco, juste à lui communiquer, s'il vous plaît, tous nos pensées et très beaucoup, généreusement, merci d'avoir pris le temps. Nous allons partager les deux présentations de Bruno, Francesco et Salva aussi, et tous les écrits qu'ils vont partager avec nous. C'était très intéressant, fascinant. Cet après-midi, nous avons encore, peut-être Nathan, you can share the things for this afternoon. Et c'est ça. Je voulais remercier surtout encore un de nos très grands collaborateurs, le Centro Studio Libertare, si? Oui. Comment est-ce que je dis ça? Centro Studi Libertare, si. Libertare. Mille grazie to them. Dès le début, ils ont tout fait pour nous aider. Ils ont été là, gentils, très respectueux, toujours, en tout cas, formidable. Merci à vous. Sans vous, on ne serait pas ici aujourd'hui. Et voilà. Donc, hasta la próxima. Ça, c'est en espagnol, je sais, je m'excuse, mais à bientôt. À bientôt. À bientôt. Arrivederci. 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 Grazie. Grazie, mille grazie. Francesco, mille grazie a tutti. Grazie a te. Grazie.